Tac. Bon, donc ça y est, ça démarre. Bon, donc nous voilà pour l'instant en direct ou après, pour ceux qui auront le replay. Donc moi, j'avais envie. Alors, je vais, à mon avis, cette soirée, elle arrive parce que je vais faire une classe Fondation X-Men là dans quelques jours, et donc je suis complètement remplie de cette énergie-là qui est en train de secouer le cocotier. Donc voilà, c'est arrivé poum d'un coup. Je me suis dit bon, bah, allez hop, papotage là-dessus. Euh, donc moi, peut-être je me présente un petit peu. Je sais pas si chacune connaît un petit peu mon parcours. En fait, moi, je suis orthophoniste de base. Donc ça fait une vingtaine d'années en fait que je suis orthophoniste. Et j'ai rencontré les outils d'Access il y a un peu plus d'un an. Et ça a été un peu une révolution pour moi parce que j'ai découvert, entre autres, les outils, les bars, évidemment, les facilitations, les outils verbaux. Et puis, j'ai rencontré la classe humaine, qui a été un peu une mini-bombe dans mon univers parce que, enfin, tout ce que je percevais dans mon cabinet et que je n'avais jamais rencontré dans le langage orthophonique, je le rencontrais enfin dans une classe. Donc, je me suis évidemment d'abord reconnue. Donc, ça a été assez émouvant pour moi parce que c'était la première fois que j'entendais parler de moi comme ça avec autant de justesse et tant de choses que j'avais pas reconnues en fait aussi. Puis parce que en fait j'entendais parler vraiment des enfants, entre autres avec des troubles. Enfin des troubles, c'est ce qu'on appelle des dysfonctionnements. C'est quand même comme ça que je l'ai appris moi dans l'école d'orthophonie. Et j'en entendais parler avec un tel autre langage que c'était waouh, ça y est, enfin. Donc ça a été vraiment, ouais, ça a été vraiment en fait la possibilité pour moi enfin d'amener avec beaucoup plus d'assurance dans mon cabinet des choses que je percevais en fait depuis des années. Donc l'orthophonie, orthophonie, ça veut dire remettre droit quand même dans le droit chemin des enfants qui dysfonctionnent. J'utilise vraiment le vocabulaire qu'on utilise. Donc, des enfants qui ne rentrent pas dans le système traditionnel et qui arrivent avec un trouble d'apprentissage. Donc, ça peut être que ce soit dans le langage oral, dans les lectures, dans l'orthographe, dans les mathématiques. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse les recevoir, on leur fait des diagnostics, donc ils passent un bilan avec des normes. Et s'ils se décalent des normes de ce bilan, donc petit à petit, ils vont sans doute arriver à un diagnostic. Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses que j'ai pratiquées pendant des années. Je pratique encore des bilans et des diagnostics, mais pas du tout fait de la même manière. Parce que, voilà, maintenant, j'invite les gens à venir jouer, en fait, avec les diagnostics. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très différent. Et je trouvais intéressant de pouvoir peut-être déjà partager avec vous et voir si vous aviez aussi des interrogations ou en tout cas de voir un peu le regard que vous portiez sur ces difficultés d'apprentissage ou du parcours que vous avez et puis témoigner aussi un peu de moi l'envie en fait que j'ai d'amener les parents vers un autre regard parce que c'est vrai qu'ils arrivent avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, ça génère beaucoup de choses et moi, je suis de plus en plus en fait dans cette grande sérénité parce que pour moi, il n'y a aucun dysfonctionnement en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà intellectualisé, mais qui maintenant se vérifie dans ma manière de les aborder parce que la première question que j'ai, c'est à quel moment on considère qu'il y a quelqu'un qui dysfonctionne, sur quoi on s'appuie pour parler d'un dysfonctionnement, en fait. Sur quoi on s'appuie. Il n'y a aucun grand bouquin qui a écrit que telle et telle chose était dans la norme et telle et telle chose, enfin, dans cette réalité peut-être, mais si on prend sur quelque chose de plus vaste, on se dit sur quoi on s'appuie pour commencer à parler d'un dysfonctionnement. Et on voit bien d'ailleurs quand on commence à voir des enfants qui ont un parcours comme ça de thérapeute, parce qu'il y a beaucoup quand même d'enfants qui voient multiples thérapeutes. Quand on commence à avoir des difficultés scolaires, on passe chez l'orthophoniste, chez la psy, chez le psychomote, chez l'ergo. Donc, c'est des parcours qui sont quand même sacrément... vous m'entendez là ou pas? Oui.
Ouais, ça va, parce que de temps Ouais. en temps, je vois que j'ai l'impression que c'est un peu instable. Vous n'hésitez pas à me dire hein, si ça fonctionne pas. Et, et moi, ce dont je m'aperçois dès le début, c'est que en fonction de la branche vers laquelle on va, de la porte d'entrée vers laquelle on va, en fait, l'enfant peut avoir un diagnostic de précocité. Mais si on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans l'autisme, eh ben, on peut avoir des enfants qui peuvent se retrouver avec un diagnostic d'autisme. Et donc là, ça a commencé à m'interroger. J'ai un enfant là que j'ai suivi pendant des années en séance, qui a eu pendant des années un diagnostic de trouble d'attention sans hyperactivité. Et puis là, ils se sont aperçus qu'en fait, ils s'étaient plantés. Ils pensent que c'est plutôt un autisme. Voilà. Donc, on voit bien déjà que le diagnostic, en fait, en fonction de la personne qu'on va voir, on voit bien que c'est vraiment une création, quoi. C'est vraiment une création. Et la première chose vraiment que j'ai envie de proposer aux parents, c'est de pouvoir déjà jouer avec ça et d'essayer de voir tous les points de vue qu'on a par rapport à ces diagnostics et la valeur qu'on donne aussi à ces diagnostics. Parce que on voit bien que pour certains parents, ça va devenir le, le point de référence qui va cristalliser l'enfant dans cette vue, en fait. C'est comme si d'un seul coup, cet enfant, il n'existait qu'à travers ça. Donc, c'est ça le limite en fait. On n'est plus dans l'être et dans l'espace qu'il est. On est vraiment dans dans ce rétrécissement. Et souvent, c'est des enfants qui souffrent aussi de tous ces points de vue qu'on pose sur eux et qui leur permet pas d'exister en tant qu'être véritable avec toutes les compétences qu'ils ont, quoi. Un point de référence qui enferme. Ben oui, oui, c'est vraiment ça, quoi. Et tous les points de vue qu'on pose sur les enfants, si on peut, voilà, amener à les observer, à voir ce qui nous vient, déjà de se poser la question à qui ça appartient tous ces points de vue, parce qu'effectivement en tant que parent, on peut être très vite aussi à adopter ces points de vue, même quand on a envie de laisser le plus grand espace possible et de regarder notre enfant. C'est vrai que on peut adopter des points de vue qui sont pas les nôtres et l'école va en amener quand même un certain nombre. Les professionnels vont en amener un certain nombre. Et ça, moi, je l'observe beaucoup quand on fait des équipes éducatives. Alors, je ne sais pas si en tant que parent ou professionnel, je ne sais pas si vous avez déjà fait des équipes éducatives. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Mm. les équipes éducatives. Moi, oui, mais après. Toi, oui? Moi, oui. Ouais, vous voyez ce que c'est. Vous les avez. N'hésitez pas hein, à prendre la parole dès que vous avez un truc à dire, hein, parce qu'on est là pour échanger aussi. Hein. Justement, alors, pardon, par rapport au point de vue qui enferme pour le diagnostic, Ouais. moi, je dirais que c'est quand même en tant que, tu disais ça par rapport aux parents, pour certains parents, mais quand moi, enfin, pour connaître ça personnellement, pour moi, le diagnostic, c'est quelque chose qui va permettre une reconnaissance des difficultés sur le plan scolaire. Ouais, ouais. Alors, c'est ça. Tant que tu n'as pas un diagnostic, personne accepte de voir les choses autrement, justement sur le plan scolaire. On te dit, elle a un poil dans la main, elle aura un déclic, etc. Et parce qu'il n'y a jamais de diagnostic, en fait. Ouais, ouais. Et le C'est tout diagnostic, l'intérêt des diagnostics, mais les diagnostics vus en tant que point de vue intéressant. Moi, c'est vraiment, alors ça, c'est vraiment l'outil d'Access. Vous êtes chacune dans Access, je crois. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est comment on le prend, ce diagnostic, en fait. Est-ce qu'on le prend comme une vérité absolue et qui vient expliquer la totalité de ce qu'est un enfant, ou est-ce qu'on le voit juste comme un point de vue intéressant et se poser la question de quelle contribution, en fait, ça va être pour nous. mm, Et c'est vraiment là que j'invite les parents dans ce truc, c'est vraiment se dire mais quelles contributions vont être les diagnostics, vont être l'école, les profs, les professionnels, c'est vraiment les mettre comme des entités contributives, mais mm, pas comme des entités dominantes. mm, Parce que très vite, on peut se sentir, effectivement, quand l'école vient comme ça, puis revient et revient,
on peut très vite se sentir en combat contre quelque chose. Et quand on se met contre quelque chose, on va se mettre comme imaginant être une entité qui est moins forte que ce qu'on est en train de combattre. Donc, c'est vraiment aussi cette chose vers laquelle j'invite les parents, c'est vraiment de se dire, bon, on est dans un jeu, quoi. Alors, j'entends bien la souffrance à chaque fois que ça peut engendrer, et c'est pas de la nier, cette difficulté, ce parcours, etc., qui est vraiment parfois un parcours épuisant, quoi. Mais c'est aussi, maintenant, quel jeu on peut faire avec tout ça, quoi. Quel jeu on peut amener. Ok, est-ce que le diagnostic il va être contributif? Et pour certains il y est, et pour d'autres il y est pas du tout en fait. C'est pour ça que maintenant je vois vraiment les diagnostics comme des points de vue intéressants. Et par moment, je vais proposer à la famille qu'on pose un diagnostic parce que je sens que c'est une contribution dans le parcours de l'enfant et des parents. Et parfois je le pose pas parce qu'en fait je sens très bien que ça va être une limite dans le parcours de l'enfant. Donc ce diagnostic, est-ce qu'il vient servir quelque chose? Et effectivement, pour certains profs, et là c'est ça l'intérêt d'être dans le jeu, c'est ok, ce prof, de quoi il a besoin? Ah, il a besoin d'un diagnostic. Ben, on va lui donner. Mais c'est toujours cette idée que le diagnostic n'est qu'un outil. Quoi, voilà, ouais. C'est un outil, c'est pas une manifestation, enfin comment dire, c'est pas quelque chose de la personne. Qu'on pose sur l'enfant en fait. C'est pas une étiquette, c'est juste un outil dont il faut se servir. C'est ça, c'est ça. Et quand on commence à voir tout ça comme des outils, ça donne beaucoup de liberté en fait et beaucoup de créativité et on reprend son pouvoir, sa créativité, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant parce que souvent quand je reçois les parents, il y a quand même ce moment où on peut se sentir accablé, très en difficulté, en colère. Il y a des parents qui effectivement vont prendre cette difficulté comme vraiment le cheval de bataille. Et pendant des années, ça va être ce cheval de bataille, ça va être et combien de choses en fait vont devenir vraiment la personnalité en fait de la famille. Combien de diagnostics vont devenir des valeurs de la famille, des points de référence. Et donc, c'est quel chaos on peut amener dans tous ces points d'ordre parce que les diagnostics peuvent amener des points d'ordre et vraiment des espèces de trucs où on va rentrer dans une réalité, on va se rétrécir pour rentrer dans la réalité du système scolaire. Oui, et c'est aussi ne pas mettre une étiquette, c'est bien aussi. Enfin, j'ai un exemple d'une famille que j'ai croisée avec un autiste Asperger qui a été pendant longtemps, sa mère s'est battue pour dire qu'il était autiste et qu'il n'était pas autre chose. Enfin, en tout cas, Asperger est pas condamné par le système en fait. Et elle s'est battue, elle refusait tous les cours le soir et il a eu son bac à 18 ans. Mais ils n'ont jamais voulu l'enfermer dans une… et lui non plus, il voulait pas. Il a remercié ses parents à l'âge où il pouvait parce qu'ils sont assez précoces dans la compréhension des choses, même s'il a… Voilà, c'est une personnalité. Et c'est une famille très atypique parce qu'il y a aussi une hyper douée et puis il y a une fille symptomatique dans l'eau aussi, très colérique, menaçant au couteau. Enfin, il y a des choses très violentes. Et donc, ils l'ont pas étiqueté. Il a remercié ses parents parce que étiqueter aussi un enfant, c'est l'enfermer aux yeux des autres et de la famille dans quelque chose de sclérosant et qui l'empêche de bouger après dans la société aussi. Une étiquette, ça veut dire un statut aussi, ça veut dire un handicap, ça veut dire ne pas l'enfermer, c'est lui permettre d'exister et de développer autre chose que son étiquette. Mais c'est compliqué parce que je pense qu'il y a des cas, comme tu disais, ça valable pour des familles qui sont combatives et qui arrivent à être dans le juste et dans la bonne posture. Et pour d'autres familles, je crois qui sont dépassées et voilà, qui ont cet enfant-là parce qu'il a choisi cette famille aussi quelque part. Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Alors ça c'est vraiment quelque chose aussi vers lesquels j'essaie d'amener les enfants. C'est vraiment les remettre dans leur pouvoir de choix et de création. Parce que c'est vrai que quand il y a ces difficultés-là, il y a tellement de points de vue qui viennent les écraser, qu'ils adoptent ou qu'ils adoptent pas, voilà. Mais de faire un peu le ménage, de demander à qui ça appartient, tout ça, déjà, ça permet un peu de laisser un peu d'espace et de libérer. Et puis, vraiment de les remettre au centre de leur vie, parce que souvent, ils sont quand même
dans des injonctions, dans plein de choses, et ils perdent enfin, pour certains, Ils sont dépossédés. Ouais, c'est ça. Puis, il n'y a plus de flux. Enfin, en tout cas, ils manifestent plus leur flux. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je peux avoir des enfants qui sont très, très passifs. Parce que pour certains, bah, c'est combien de fois ils sont réduits, en fait, pour essayer de rentrer dans les attentes des uns et des autres et dans ce qu'on croit qu'on attend d'eux et du comportement qu'ils doivent avoir pour convenir au fonctionnement scolaire, linéaire, etc., etc. Et donc, c'est des enfants qui peuvent perdre un peu de cette énergie-là. Et donc, c'est vraiment les ramener. Et quand tu disais, effectivement, ils ont choisi, moi, j'essaie de leur rappeler, effectivement, ils ont choisi ce parcours-là. Et que c'est vraiment aussi leur donner la place. Ouais. Et puis comment dire, qu'est-ce qu'ils amènent comme contribution dans tous ces milieux-là. Ça, c'est vraiment leur permettre de reconnaître ça, parce que souvent, pour eux, ça, c'est pas du tout contributif ce qu'ils sont en train de vivre. Hein. Ils ont l'air de faire chier tout le monde. C'est compliqué pour les parents, c'est compliqué pour le système scolaire. Oh là là, on n'arrive pas avec toi, etc. Et c'est toujours de leur dire, mais est-ce que tu te rends compte de la contribution que tu es pour ce système-là ? Qu'est-ce que tu peux amener comme nouvelle expérience, comme nouvelle expérimentation pour les profs ? Enfin, moi, j'ai vraiment... J'ai une expérience par rapport à ça. C'était dans la famille de mon ex-mari. Il y avait une cousine donc, qui s'occupait d'adolescents en reconversion. Je ne sais plus trop ce qu'elle faisait exactement. Et un an avant sa retraite, moi je l'ai croisée chez elle. Elle me dit oh là là, je suis pas bien du tout en ce moment parce que j'ai quelqu'un qui va rentrer dans ma classe qui est je l'ai vu en entretien, elle est bourrée de toc, elle est incapable de rester assise, elle fait le tour de la chaise, elle se rassoit. Pourtant, ils ont un diplôme, des résultats scolaires hyper intéressants au niveau maths, physique, tout ça, enfin, nickel, quoi. Enfin, vraiment largement au-dessus de la moyenne. Elle dit, moi, je veux pas avoir cet enfant-là dans ma classe, j'en veux pas, ça va mettre le chaos avec les autres et tout. J'ai dit, alors je l'ai laissé parler, il y avait d'autres gens, dans journalistes qui étaient là aussi dans la famille. Et j'ai dit, mais c'est toi qui a l'air d'être dépassé avant même que ça soit créé, en fait. Et qui te dit que cette personne-là peut peut-être très bien t'apporter des choses à toi avant justement finir sur quelque chose d'assez beau dans ta vie professionnelle et contribuer avec les autres à leur amener en fait un partage, une collaboration parce que c'est pas des gens qu'on va mettre à côté. Les autistes, il y en a de plus en plus qui sont reconnus. Il n'y a pas que les autistes, il y a les Alzheimer, il y a d'autres choses. Et pourquoi est-ce qu'on les mettrait? Parce que ça nous dérange nous, plutôt que de travailler sur nous-mêmes par rapport à ça. Qu'est-ce que ça génère et qu'est-ce que ça peut contribuer avec les autres? Alors je sais pas ce qui s'est passé après, mais elle m'a remerciée le lendemain, elle me dit j'avais pas vu ça comme ça et du coup ça fait tomber toutes ces peurs. Ouais. Moi, j'ai l'exemple aussi d'un jeune qui, effectivement, a mis vraiment le boxon pendant tout sa maternelle et son primaire dans le système scolaire. Ça a été vraiment remuant pour les instits. Et il y avait 2 instits qui vraiment ont essayé d'amener le plus de contributions pour cet enfant, mais qui vraiment avaient du mal à comprendre comment il fonctionnait. Il avait un trouble d'attention, enfin, voilà, avec une fermeture émotionnelle très forte, enfin beaucoup de difficultés à communiquer. Et donc il a quitté le primaire pour partir dans un collège spécifique. Et l'instit est retourné voir la maman pour lui dire combien elle remerciait son fils, parce que grâce à lui, en fait, elle avait eu tellement de prise de conscience qu'en fait, elle a quitté carrément le système scolaire pour faire autre chose, en fait. Et il y en a une autre qui s'est spécialisée en instit spécialisé, qui a quitté le système traditionnel instit pour aller en instit spécialisé. Et je disais à la maman, je lui disais, mais enfin, moi j'en étais persuadée, je voyais le cadeau en fait de ce jeune dans le système scolaire, mais je vois aussi combien ça peut être difficile en tant que parent, en tant qu'enfant, d'assumer ce rôle-là, parce que ça vient vraiment secouer, quoi. Ça vient secouer tout le monde et il faut être sacrément armé. Alors après, toujours cette histoire de choix. Si ça se présente, c'est qu'ils sont en mesure de le vivre.
et de l'assumer. Ils ont cette puissance-là. Mais c'est vrai que parfois, c'est pour les parents, vraiment, ça demande d'aller prendre l'air. Et c'est vrai que de poser des questions et de aussi aller poser des questions sur ce qui est vraiment des contributions en tant que parent pour soi. Et d'accepter aussi de pouvoir être la plus mauvaise mère ou le plus mauvais père aussi dans ces rôles-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de choses comme ça qui émergent, de honte, enfin, ça demande vraiment un travail d'aller observer quoi, tous ces points de vue. Ouais, Sylvie. Par rapport aux parents, ouais. Peut-être que je réfléchissais tout à l'heure, quand on fait un travail avec les enfants, il faudrait trouver le moyen, en fait. Et ça, c'est difficile, mais trouver le moyen de faire prendre conscience aux parents que eux posent une norme sur leur enfant. C'est eux en fait, qui font référence à la norme, parce que l'enfant, l'enfant, pour lui, il est normal. Il n'a pas de problème, l'enfant. C'est l'entourage après qui définit une norme et qui le laisse pas rentrer dans cette norme, en fait, qui décide qu'il correspond pas à cette norme, donc il n'a pas accès au monde des autres, en fait. Ouais. Et si tu donnes accès au monde des autres, ben, il n'y a plus de difficulté après. Le regard c'est le regard des autres qui pèse sur la famille et tout ça, parce que la famille en tient compte, mais si tu ne tiens pas compte du regard. Moi, ma fille, par exemple, c'est une enfant qui aime pas, elle a 13 ans et demi, elle aime pas faire la bise. Ouais. Elle ne sourit pas. Elle est très fermée. Ben, moi, je m'en fous. C'est ma fille, elle est comme ça. Et quand je vais quelque part, ben, parfois, je vois son malaise et je dis à la personne, ben, elle aime pas trop faire la bise, en fait. Tu vois, puis je le dis en rigolant, mais je la soutiens là-dedans, quoi, tu vois. Ouais. Quand elle était petite, elle faisait un pas en arrière pour pas faire la bise, ou alors elle s'essuyait de suite, mais devant la personne, tu vois. Et ben, moi, j'ai jamais eu honte de ça, en fait. Et je crois qu'une bonne partie des problèmes de ces enfants pour être intégrés dans la société, c'est justement les barrières que mettent les autres, la famille surtout. Mais ça, c'est vraiment d'aller observer en fait, hein, en tant que parent aussi, combien de points de vue on a adopté, combien de croyances on a de ce qu'est la norme, de ce qui est hors norme, de ce que c'est aussi qu'être un bon parent, un mauvais parent, tous les mimétismes qui se mettent en place aussi. Il y a des choses qui sont intégré par l'enfant comme un biomimétisme, hein, même si le parent adhère pas forcément à ce truc-là. Enfin, moi, je m'aperçois pour mon fils là que il y a des choses qu'il intègre. Je suis très étonnée parce que je me dis comment ça se fait qu'il a intégré des choses comme ça même par rapport au scolaire ou en fait, il intègre des choses et je me dis, bah là, il fait vraiment du biomimétisme. En fait, il est vraiment dans. Donc, il est déjà lui aussi, hein, parce que il a une vie, il a un chemin de vie lui aussi. Il a des choses à travailler, enfin des choses à travailler, en tout cas à expérimenter, et qui sont pas de mon fait en fait. Moi, je l'accompagne, je suis une facilitatrice, mais je vois bien qu'il y a des choses qu'il est en train d'intégrer. Je me demande pourquoi il fait ça en fait. Donc, j'ai à lui poser la question. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que là, tu es en train de prendre le mimétisme enfin, pourquoi tu es en train de copier, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu copies, là? Est-ce que c'est à toi, vraiment, ce truc-là? Est-ce que c'est ton choix? Est-ce que ça te ressemble? Parce que je le vois fonctionner. Des fois, je me dis, bah, crotte, là, pourquoi il fait ça, quoi? Donc, c'est vraiment aussi, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant quand on fait ce travail-là en tant que parent, c'est vraiment de voir vraiment son enfant comme une personne vraiment à part entière, quoi. Avec aussi tout un truc qui ne nous appartient pas du tout, un chemin de vie qui lui appartient, qui est vraiment le sien. Et nous, on est là pour l'accompagner, en fait. Pour le rendre autonome. On n'a pas de vue à avoir sur lui, de décision, d'attente, de quoi que ce soit. C'est ça. Et moi, c'est mon trajet de maman, c'est de me dire, je suis pas une mère poule, je veille sur eux au loin. S'ils ont envie de revenir, c'est pour discuter, pour échanger. Et ça se fait à leur rythme et comme ils ont envie. C'est ça. C'est difficile. Après,
les parcours de vie, quoi. Mais c'est les rendre autonomes. Et le plus grand bonheur, je crois, pour un parent, c'est de les voir heureux et de les voir s'épanouir, en fait, quel que soit leur choix. C'est ça. Et est-ce que l'épanouissement, il est vraiment dans la scolarité ou est-ce qu'il peut être dans plein d'autres choses? Est-ce qu'ils ont le droit de faire le choix aussi d'être dans cette difficulté-là, hein, qui en est peut-être pas une en fait, mais qui leur permet aussi d'exister ou d'expérimenter des choses? Peut-être que c'est des questions qui sont aussi intéressantes à poser. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un choix que tu fais là? Est-ce que c'est une contribution pour toi dans les semaines et les mois à venir, ce truc-là? Si c'est OK pour lui, il va falloir qu'on bosse nous pour que ce soit OK pour nous, en fait. Ça, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, on est confronté aussi aux peurs qui remontent, à nos peurs qui nous appartiennent pareil ou qui nous appartiennent pas. Donc, c'est intéressant d'aller les voir et puis d'en faire des déblayages parce que effectivement, je trouve le plus beau cadeau qu'on peut leur faire de vraiment leur faire confiance, quel que soit le choix qu'ils font, en fait. Et de ne pas essayer de les préserver pour d'aucun droit. Ouais, c'est ça. Et je croyais que je voyais Sylvie qui faisait ça. Je croyais que tu levais par ma chienne, là, parce que la chatte de monter, elle l'a niaqué. Ouais, Pauline, tu veux dire quelque chose? Dis-moi. On t'entend pas, Pauline. Ah. Attends, enlève ton micro. Ouais. Ton micro est fermé. Ça y est, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Bonjour mesdames. Moi, comment dire, je ne sais pas où commencer, honnêtement. Moi, je suis née en 96 et en fait, en 2001, mes parents ils m'ont emmenée chez un pédiatre. Ils m'ont dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. Donc, la pédiatre m'a mis autisme et trisomie numéro 1. Donc, c'est-à-dire que ce moment-là, j'ai eu du mal à m'exprimer. J'ai eu plein de séances chez l'orthophoniste. J'ai passé tout mon temps. Ça fait même pas 18 ans que j'ai été chez les psys. Donc, à un moment donné, ça m'aidait pas parce que dans mon esprit, en fait, les gens, ils prennent un vélo et moi, je prends 50 vélos. Et donc, et oui. On n'a pas su m'aider correctement. Jusqu'à le point, à un moment donné, on m'a mis schizophrène parce que je communique avec des entités, avec des énergies. Et ça, ça me bloque un peu parce que je sens que j'ai aucun avenir humain. Et je voudrais avoir un SAP, mais pour moi, c'est vraiment une grosse difficulté parce que l'école n'a pas su m'aider parce que j'ai un peu trop une énergie expansive, mais on me dit à chaque fois arrête, ne casse pas la baraque, quoi. Est-ce que tu peux jouer avec tous ces talents-là? J'aimerais bien, mais on me dit à chaque fois, mais s'il te plaît, arrête. Alors, c'est un point de vue intéressant, hein. Évidemment que combien de personnes sont capables de recevoir aussi la puissance que tu es, la différence que tu es, l'unicité que tu es. Ce monde-là n'est pas fait pour recevoir ces gens-là. Et ces gens-là qui sont toi, moi, enfin nous, le monde n'est pas organisé pour nous recevoir. Parce que c'est un monde qui est linéaire, qui est construit sur système d'opposition, d'organisation linéaire, donc avec du et puis. Les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des troubles autistiques, qui ont des TDA, peuvent fonctionner en réseau. Ce que tu expliques des 50 vélos en même temps, c'est vraiment ça. C'est un fonctionnement en réseau. C'est un peu le fonctionnement Internet. Hein. C'est pour ça qu'Internet, moi j'adore parce que enfin, ça y est, j'ai un truc qui fonctionne à la vitesse. Donc enfin, ça y est. Et c'est ce qui est compliqué dans le système scolaire, c'est que quand on demande un problème mathématique, on demande le A et puis on demande de passer par tout un tas de B, C, D, E, F, G pour arriver à la conclusion. Il y a plein d'enfants qui fonctionnent avec une réponse intuitive. La réponse intuitive, elle n'est pas acceptée à l'école. Il va falloir que tu m'expliques, autrement tu as triché, tu as machin, voilà. Donc c'est aussi comment on peut amener ces enfants à vraiment être conscients de leur fonctionnement et puis à jouer avec la linéarité du système. Tant qu'on est dans cette opposition,
On est encore dans l'opposition du mental et c'est ce qui fait souffrir en fait. Mais c'est avec les talents qu'on a, nous, toi, avec ces talents-là, cette capacité incroyable que tu as de capter autant d'informations en même temps, c'est comment tu peux jouer pour leur donner exactement, dans ce monde linéaire, leur donner exactement ce qu'ils veulent. C'est pas se réduire du coup. Pour moi, c'est vraiment difficile de partir une fréquence. Ben, je comprends parce que c'est vraiment difficile. Mais c'est pas se réduire du coup. C'est garder tout son potentiel. Et on ne demande pas de le réduire, on ne demande pas de te restreindre, on te demande de rester vraiment ouvert avec ton potentiel et de voir comment il joue en face, d'aller avec justement tes capacités à capter en fait énergétiquement ce qu'ils sont, ce qu'ils attendent, etc. C'est de voir quelles contributions ils peuvent être et comment tu peux leur filer ce qu'ils attendent. Tu vois, c'est exactement ce que je parlais de Otis Asperger étiqueté. C'est exactement ce qu'il faisait. Il était d'une intelligence, un regard. On kiffait tous les deux d'échanger parce qu'il se sentait pas jugé, il se sentait à la liberté d'être ce qu'il était. Et il disait, je sais très bien comment tel prof réagit, je sais très bien où l'emmener, comment, pour pas qu'il me voie comme quelqu'un de. Alors il s'intégrait comme ça et il en jouissait quelque part parce que c'était un jeu en fait. Ouais. Et il avait ce qu'il voulait en fait. On est vraiment dans l'art de la manipulation. Pas la manipulation, enfin on en parle un peu dans l'excès, mais pas la manipulation dont on peut faire référence dans les manipulations perverses, etc. Là, c'est vraiment la manipulation, mais dans toute sa puissance, c'est-à-dire comment je vais pouvoir jouer pour que ça soit une contribution pour moi et pour l'autre. Sans te limiter, sans te couper des bouts de toi, en gardant vraiment ton plein potentiel. Et partout, on s'est donné tort de toutes les capacités qu'on a, qui sont pas reconnues dans cette réalité. On peut tout déblayer, tout ça. Et c'est vraiment comment on peut jouer avec nos potentialités, la capacité qu'on a à aller visiter l'univers de l'autre et capter énergétiquement les choses, comme faisait cette personne dont tu parlais. Et c'est vraiment des enfants qui ont cette capacité-là. Ils ont cette capacité de télépathie, ils ont cette capacité énergétique. Donc, c'est comment on peut jouer avec ça pour vraiment filer ce qui est attendu par l'autre, pour après avoir la paix et créer ce qu'on a envie de créer, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on peut jouer comme ça. Donc, tout ce qui nous restreint, en fait, d'être dans le jeu et tout ce qu'on n'a pas reconnu des puissances parce qu'on nous a donné tort d'être comme ça, voilà, on peut déblayer tout ça. J'utilise pas trop les outils d'Access parce que je suis pas une certifiée. Et donc, normalement, on n'a pas trop le droit de faire ce genre de truc. Donc, voilà. Vous savez ce que je dis quand on déblaye. Classe télépathie avec Delaney. Ah, je la connais pas, celle-ci. Tu l'as faite? Remets le son. T'en as pas ton micro est éteint. Je peux pas le couper. Bon. Tu l'as mis ton micro? Oui. En fait, c'est une Américaine qui a fait une classe avec une facilitatrice. Et donc, s'appelle Cory Michel, qui a fait un travail sur les licornes, la magie en elle-même. Et après, enclencher un chemin de vie pour elle, pour la télépathie. D'accord. Ok. Donc, ça existe depuis même pas 6-8 mois, je crois, oui, à peine. D'accord. Ok. Donc, il y a au moins 2 trucs. Après, je vous envoie les liens si vous êtes intéressés. Ouais, bah moi, ouais, je peux bien. Moi, je bosse dans Access parce que je suis facilitateur depuis même pas 1 an. Mais je n'ai pas fait la classe fondation. Et en fait, moi, je touche que l'AH, donc je touche que 800 €. Ouais. Et je bouffe les 800 €. Donc, à un moment donné, j'aime bien avancer, mais il y a toujours des calls. Mais j'aime bien faire les classes complètes, quoi. Ouais. Alors déjà, tu sais, tu l'as fait la classe X-Men? Non. Non. La classe X-Men, tu peux déjà faire la classe d'introduction. Moi, j'ai pas fait la classe. Là, je viens de me faire un petit plaisir de me payer tous les calls. Il y avait, je sais plus combien de calls d'X-Men, là, de Diva Diaz, qui est quand même une des référentes dans Access. Et déjà, la classe d'introduction de 2 heures des X-Men, moi, j'ai fait cette classe et j'ai trouvé vraiment déjà que c'était une bombe, quoi. C'est vraiment une reconnaissance. On l'entend dans Access, mais là, c'est vrai que c'est très focalisé sur ces personnages X-Men, cette référence aux personnages X-Men.
Donc, vraiment, c'est ces personnes qui ont des pouvoirs, mais qui les ont vraiment cachés parce que c'était impossible de montrer ça dans cette réalité. Ça en était dangereux même pour leur vie, en fait. Et ils se retrouvent à un moment donné, voilà, dans un univers où ces différences deviennent des talents. Et donc, ils peuvent jouer avec ça, ils peuvent vraiment apprendre à le maîtriser. Parce que c'est vrai que toute la difficulté, c'est qu'effectivement, dans cette réalité-là, non seulement on t'apprend pas à faire, tu te donnes tort, tu l'écrabouilles, tu te mets pour essayer de rentrer dans la norme et correspondre à ce que tu observes en face. Et une fois que tu commences à te reconnecter à ça, bah après, parfois, c'est juste d'apprendre un peu à remaîtriser ce truc qui est un peu enfoui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est aussi de reconnecter avec tout ça, reprendre conscience de cette capacité qu'on a vraiment à lire énergétiquement, vraiment comme notre premier langage. Effectivement, à se connecter avec tout l'invisible et les entités, donc quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que quand on n'a pas encore tout à fait reconnu tout ça, bah, ça peut être compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui nous appartiennent pas et qui viennent dans notre univers. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont importants. Enfin, moi, je trouve, qui sont à amener aux enfants, en fait. Moi, je leur transmets dans mon cabinet. Alors, pas forcément avec les termes d'Access. J'essaie d'y amener vraiment quelque chose aussi de joyeux, de ludique, d'enfant, en fait. Donc, il y a des baguettes magiques, des trucs comme ça. Pour Ouais, pas trop mental, quoi. Ouais, c'est ça, mais vraiment de leur dire, enfin, qu'ils prennent conscience déjà de tout ce qu'ils perçoivent. Quand ils arrivent dans cet univers scolaire, il y a tellement d'enfants pour qui c'est tellement compliqué d'être dans une classe. Ils sont tellement dans la perception de ce que vit la maîtresse, de l'univers émotionnel dans lequel est la maîtresse. Ils prennent tout, en fait, ils prennent tout pour eux. Donc, ils sont persuadés que ils se donnent tort parce qu'ils sont persuadés que la maîtresse les aime pas, par exemple. Donc, de pouvoir leur donner ces petits outils-là, ça permet vraiment de toujours les remettre au centre, de recevoir tout comme des points de vue intéressants. C'est quand même des sacrés cadeaux quand on leur donne ça, hein. De pouvoir se regarder l'autre et tout ce qu'il dit comme un point de vue intéressant. Est-ce que tu as envie d'acheter ce truc-là? Non? Ok, point de vue intéressant. Tu n'es pas obligé de l'acheter. Tu peux juste le regarder, l'observer. Et après, toi, tu as envie de quoi, en fait? Et les mettre au centre de leur choix, c'est un cadeau énorme qu'on leur fait, en fait, ce truc-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de choisir, toi, maintenant? Qu'est-ce qui est une contribution pour toi? Et c'est quand même pas des questions qu'on leur pose souvent, hein. Donc, les fameuses équipes éducatives dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont quand même parfois une sacrée épreuve pour les parents, parce qu'on se retrouve avec les professionnels, l'instit, la directrice, la psychologue scolaire, parfois l'infirmière, enfin, il y a beaucoup de monde, hein, et chacun y va de son point de vue intéressant. Donc, effectivement, en fonction des lunettes qu'on porte, on va observer un aspect de la personne selon ses filtres. Et du coup, parfois, c'est pas le même enfant, hein. Quand j'écoute chaque personne parler, donc c'est intéressant, hein, c'est des points de vue et c'est des facettes que l'enfant montre, mais on voit aussi toutes les limitations dans lesquelles il peut se mettre, parce qu'il vient vraiment, alors là, on est encore dans le biomimétisme, hein. Les enfants ont cette capacité de capter tellement ce qu'on attend d'eux, qu'ils vont capter et ils vont s'adapter à ce qui est attendu. Et donc, l'instit attend ça, je me réduis et je lui donne. Et à la différence de ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, il se coupe, en fait. C'est pas, ok, moi, je suis comme ça, la maîtresse attend ça, je vais jouer avec. Là, c'est, j'ai tort, je me réduis et je donne ce que la maîtresse attend. Et j'occulte ce que je suis. Donc, c'est vraiment différent, quoi. Et donc, l'invitation, c'est vraiment comment tu peux continuer, quoi, à être toi dans tes pleins potentiels. Donc, c'est aussi leur permettre de reconnaître les pleins potentiels qui sont. Donc, cette capacité de lecture énergétique, cette capacité de télépathie. Est-ce que tu es capable d'aller demander, est-ce que tu veux aller entendre la réponse dans la tête de celui qui l'a? Va chercher la réponse quand tu ne l'as pas dans la tête de celui qui l'a. On est vraiment dans du jeu, quoi. Donc, il y a des enfants qui trouvent ça bizarre, hein. Il y a des enfants qui sont pas prêts à l'entendre, en fait.
Moi, il y a des enfants qui refusent, qui me disent t'es un peu fêlé, quoi. Donc c'est OK, en fait. Ils ont le droit aussi de refuser tout ça. Et d'être dans une forme de conformité ou avec le système et avec ce qui leur est proposé. Tu voulais intervenir, Pauline? Non, je baillais. Ah, pardon, je croyais que tu levais la main. Qu'est-ce que tu dis? Alors, Sylvie, tu disais regarder la vie avec le regard qui nous est propre et ne pas essayer de la regarder avec le regard des autres qui se réfèrent à la norme. Bah ouais, c'est un gros challenge, hein. Mais effectivement, quand on commence à déblayer, à prendre conscience en fait de tous les points de vue qu'on a achetés, de nos parents, du système, etc., et de pouvoir vraiment retourner dans ce choix de qui on est et de ce qu'on a envie de créer, ça c'est vraiment un sacré cadeau, hein. Ils n'arrivent pas à avoir une identité du coup. Mais ouais. Alors il y en a qui résistent, hein. Alors, ça crée effectivement ces enfants qui donnent l'impression que quoi qu'on fasse, il y a tout qui glisse. Et ça, moi, mon fils, c'est un peu comme ça. Donc, parfois, c'est sacrément déroutant parce qu'on a l'impression qu'il en a rien à fiche. Et en même temps, je me disais l'autre jour, ouais, mais quel cadeau il est en fait, parce que il est même pas dans l'opposition, dans la résistance, il est juste dans, je pense, une forme d'incompréhension. Il n'a pas encore tout à fait compris comment le système fonctionnait, ce qui fait qu'il fait son machin avec une espèce de naïveté. Et là, tout l'intérêt, quand on comprend un peu ça, c'est que du coup, je lui donne des clés parce qu'il n'a pas compris en fait le système. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et c'est ce qu'on peut rencontrer chez les enfants qui peuvent présenter alors, ce qu'on appelle un trouble autistique. C'est que c'est compliqué pour eux de comprendre comment ça marche. C'est ce qui fait à la fois qu'ils restent complètement imperméables parfois à ce qui est au système. On a l'impression qu'ils ne rentrent pas dedans et ça peut être un sacré cadeau. Mais c'est aussi intéressant vraiment de leur décrypter comment ça marche. Et là, par exemple, mon fils, il est on pourrait considérer qu'il est en échec total scolaire. Il est en 5e. Et l'autre jour, il m'a dit mais je vais me mettre à bosser et je lui ai expliqué en fait. Je lui ai dit je te donne 2-3 trucs sur le système en fait. C'est que là, ça fait 2 trimestres en fait que tu as des notes qui correspondent pas à ce qu'ils attendent. Et du coup, si tu te réveilles 15 jours avant, en fait, ça peut pas passer. Et clairement, il a été vraiment étonné de ce que j'étais en train de lui dire. C'était pas clair du tout. Donc parfois, c'est intéressant aussi de donner des clés comme ça, de jalonner, d'expliquer concrètement comment marche le système, et puis après, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec. Et les enfants qui ont des troubles autistiques, ils ont vraiment cette difficulté à décrypter les choses. Parce que y a, au niveau du langage verbal, en fait, il y a encore un collage, parfois au niveau du langage. C'est difficile pour eux d'avoir accès aux jeux de mots, etc., voilà, et aux trucs linéaires. Ça n'a aucun sens. Ils sont dans tellement de temps et d'espace en même temps que de faire petit A, puis petit B, puis petit C, alors qu'ils passent de A à Z en passant par X. Et ça n'a aucun sens, en fait, pour eux. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut leur permettre de décrypter ça, vraiment avec aucun jugement ni aucun point de vue là-dessus. C'est juste donner les infos, en fait. Tu vois, ici, ça fonctionne comme ça. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu veux essayer de jouer avec ce truc-là? Comment c'est pour toi, en fait? Voilà. Et puis toujours d'aller voir ce qui est contributif, en fait. Donc peut-être qu'effectivement, d'avoir une aide de vie scolaire, d'avoir des copains qui vont les aider, etc. Ça peut être des contributions. Ça, c'est vraiment les questions, en fait, qui vont aider. Connaissez-vous cette affirmation? Donc c'est Sylvie qui dit « Les personnes différentes ne sont pas ordinaires, mais c'est tout à fait normal puisqu'elles sont extraordinaires. » Ouais. Ouais, et moi, ouais, elle est vraiment chouette. Chouette. Et moi, j'avais un truc de Susanna Mittermeier qui fait des classes dans Access de psychologie pragmatique, qui est vraiment une femme que j'aime beaucoup et qui disait « Le génie commence là où la normalité se termine. » Voilà. Donc, je trouve que c'est voilà, quand on commence à être ébranlé un petit peu par tous ces parcours qui sont quand même difficiles, hein. Enfin, franchement, moi, je trouve que les parents font preuve d'un sacré courage. C'est sympa d'avoir des petites phrases comme ça. Parce que
parfois on peut se laisser happer par le truc, quoi. Il y a des moments où c'est tellement difficile de se sentir hors norme que d'avoir des petites phrases comme ça qui viennent nous nourrir le cœur, ça fait du bien. Ça apaise. Oui, je la connais, ouais. Merci Pauline de mettre cette vidéo, elle est chouette, sur les outils d'accès à l'école. Il y a Sodara et pas mal de trucs aussi pour ça, hein. C'est vraiment sympa. Et effectivement, Diva Diaz, qui est vraiment... Après, il y a pas mal il y a Annabelle Perceval aussi qui propose des classes ou des vidéos sur les enfants comme ça, qu'on va appeler en difficulté scolaire. Hein. Et ça donne... ça fait du bien d'être nourri de tout ça. Parce qu'effectivement, quand on est dans ces parcours-là, on n'entend tellement pas ça, en fait. Donc, il faut vraiment avoir des espaces et des lieux où on peut avoir ce regard différent. Et ça, j'ai un jeune qui est pas diagnostiqué autiste, mais qui présente ces capacités-là. Et un jour, j'ai dit à la maman, je lui disais en fait, mais regardez le talent qu'il a, votre fils. Je sais plus. En fait, il avait vraiment un talent spécifique. Je sais plus ce que je pointais. Je disais, mais regardez en fait, comme il a un talent. Puis et puis parce qu'elle me disait, ouais, mais enfin, parfois, je me demande quand même s'il est pas un peu malade et tout. Enfin, elle était dans ce langage-là, et je lui disais, mais on est dans du talent, on n'est pas dans de la maladie là. On est juste dans un talent qui a du mal à se révéler ici parce que c'est pas ce qu'on attend de lui. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais tu vois, maman, j'arrête pas de te le dire depuis le début. Donc les enfants souvent ont cette vérité qui est là à l'intérieur, en fait. Donc, si on peut trouver des espaces où ils peuvent entendre ça aussi, où ils peuvent être reconnus vraiment dans cette qualité de la différence, ils vont le choper direct, en fait. Hein. Ils vont le prendre. Est-ce que le fait de... Alors, tu as mis Pauline et tu as mis... merci, hein. Super efficace, Pauline. Génial. Est-ce que le fait de capter l'énergie de la maîtresse des autres et donc l'affect bloque l'apprentissage, la mémorisation au long terme? Ouais, ben oui, ça peut. Ça peut si c'est pas reconnu, en fait. Si on est dans cette... alors moi, ça peut m'arriver, hein, j'ai pas encore tout reconnu, hein, et je pense que ça va me prendre toute cette vie pour reconnaître certaines aptitudes pour lesquelles je me suis vraiment donné tort, et donc cette capacité par exemple à capter les émotions, les énergies des autres, ça c'est vraiment un truc que j'ai redécouvert dans Access, et quand c'est très très fort, en tout cas pour moi, ça me fait disjoncter en fait. Ça m'est arrivé encore hier. J'ai l'impression que plus j'en prends conscience et plus c'est fort. Donc il y a des fois, je me suis dit, il est où le bouton pause? Hier, je suis allée au théâtre. Il y avait une centaine de personnes et en fait, j'avais plus de jambes. Je me suis vue me redonner tort de pas arriver à fonctionner dans ce groupe-là, jusqu'au moment où je me suis rendu compte à quel point en fait j'étais en train de capter tout l'univers des autres. Et quand on n'en a pas conscience, en fait, ça, pour moi, en tout cas, ça crée comme un espèce de switch dans la tête. Je pense carrément que je me barre, en fait. Je sais pas trop où je suis, mais en tout cas, physiquement, vu l'état de mollesse de mes jambes, je pense que je suis plus tout à fait incarnée. Et en fait, je suis plus en capacité je suis tellement envahie que je suis plus en capacité d'entendre, en fait, ce qui m'est proposé. Donc, si on me donne une info, je suis pas présente, donc j'arrive même pas à répondre en fait. Voilà. Donc, c'est effectivement ce qui peut arriver pour les enfants quand ils sont en classe. S'ils n'ont pas cette conscience de tout ce qu'ils captent, de pouvoir aussi avoir cette conscience de faire des retours aux envoyeurs de tout ce qui ne leur appartient pas, et puis de se reconnecter avec leur être, avec ce qu'ils sont, et ben du coup ça crée un vrai bordel quoi. Voilà, ça crée un univers très voilà. Et tu essaies de mettre de l'ordre là-dedans en fait. Donc tu te crées des trucs pour essayer de lutter en fait, puisque tu crées des torts par rapport à tout ce fonctionnement-là. Donc tu es en lutte permanente avec tout ça. Donc tu te crées des verrouillages,
des carapaces, des nains, des trucs pour essayer de tenir en fait face à tout ça. Et donc, vraiment, c'est des cadeaux hein, de pouvoir reconnaître tout ça. Voilà, quand tu commences à reconnaître qu'en fait tout ça, ça t'appartient pas, que tout ça, c'est pas à toi, que t'es pas taré en fait, que t'es juste super puissante dans ta capacité à, à capter en fait tout ton univers, visible et invisible, hein, parce que si encore tu captais que les gens vivants, ça serait bien. Ça serait bien. Ou ça serait je sais pas quoi. Mais si en plus tu commences à capter tout l'univers invisible, les entités et tout ça, bon autant dire que par moment ça fait un sacré bazar dans la tête, quoi. Et dans le corps, parce qu'évidemment, le corps qui est le système d'information, lui, il passe son temps à filer des infos, quoi. Mais tu veux pas les écouter, donc du coup, ça coince de partout, ça fait des nœuds, ça fait mal dans les bras, ça fait mal. Et j'en parlais avec Ingrid, là, qui fait la classe fondation la semaine prochaine, qui est une X-Men puissance XXX, et qui me disait, en fait, elle a toujours eu mal dans son corps toute sa vie, en fait. Donc maintenant, elle est dans une vraie reconnaissance. Et ce qu'on dit, par exemple, aussi des enfants, il y a des enfants, on leur dit, celui-ci, il n'est pas sociable, en fait. Il n'arrive pas à sociabiliser. Ça, on le dit dès la maternelle pour certains. Il ne se sociabilise pas, il se met à part, en fait. Mais est-ce que se mettre à part, c'est justement une contribution pour lui à ce moment-là? Est-ce qu'il n'est pas justement en train de se nourrir de ce temps qu'il prend? Parce que d'être en groupe tout le temps, c'est tellement, tellement épuisant qu'au contraire, il est en train de se reconnecter à lui, il est en train d'apprendre des trucs juste en s'isolant. Voilà, donc c'est aussi d'aller vraiment questionner tout ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire sociable? Qu'est-ce que ça veut dire et dès la maternelle, il faut être sociabilisé. La maternelle est le lieu de cet apprentissage-là. Donc, pour les enfants, c'est vraiment aussi leur permettre de reconnaître ça. Et Ingrid, elle me disait vraiment ça. Elle disait, pendant la classe formation, il ne faudra pas vous étonner, les filles, mais moi, il y a plein de fois où je vais me barrer, en fait. Parce que c'est tellement important pour moi d'avoir des espaces où je m'en vais, en fait. Donc, tu voulais dire un truc, Sylvie? Oui, je vois quelque chose de Brigitte, là. Ouais. En tant j'ai compris grâce à Access, Ouais. la fibromyalgie, c'est fibromyalgie. Fibro, pardon. Eh oui, Alors, j'ai fait une faute. C'est des gens qui ont des douleurs musculaires partout. Ouais, mais je sais, mais c'est quoi après pour toi, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que c'est des gens qui étaient hypersensibles en fait et qui captaient toutes ces énergies-là et qui ne le savaient pas. Ouais. Alors on peut avoir des douleurs liées à des accidents aussi, hein, mais pourquoi est-ce que c'est verrouillé derrière? Pourquoi ça ne se débloque pas? Il n'y a pas que de l'anatomie physio, il y a autre chose au-delà de ça. C'est toujours de poser des questions, évidemment. Il n'y a pas de vérité. Ça sera encore un point de vue de poser que tout ce qu'on perçoit dans notre corps n'est que des perceptions des autres. Mais en tout cas, c'est intéressant de poser la question. Mais je dis ça parce que moi, je suis une ex-enfant anormale et on vient de me diagnostiquer une fibromyalgie, justement, parce qu'il y a des années que je vis avec la douleur en permanence. Et en fait, je levais le doigt pour rebondir sur les enfants qui s'intègrent pas. Ouais. Quand le corps souffre. Donc, quand ils s'intègrent pas, ça peut être aussi parce qu'ils comprennent pas les gens avec qui ils devraient s'intégrer et qui préfèrent ne pas s'intégrer pour mieux les observer, en fait. Ouais. Parce que le questionnement, tu sais, quand les enfants normaux, ça fait se questionner les gens dits normaux, ces enfants normaux. Mais les enfants dits anormaux se questionnent aussi sur les gens dits normaux. Oui. Alors, je me souviens plus son nom. Il y a un monsieur que j'ai partagé sur ma page Facebook. Je ne sais plus comment il s'appelle. Pourtant, il est assez connu, qui est diagnostiqué autiste, qui se présente comme ça, et qui explique combien il trouve ça bizarre. Alexandre Jolien? Non, c'est pas lui. Lui, il est plutôt IM. Enfin, c'est moche toutes ces étiquettes, mais dans cette réalité, il est IMC, c'est-à-dire qu'il est né avec une déficience. Merde, j'ai plus les.
Ah, crotte, je trouve plus le i. Enfin, motrice cérébrale. Voilà, c'est une difficulté motrice cérébrale. Infirmité motrice cérébrale, voilà, c'est ça. Infirmité motrice cérébrale. Et comment il s'appelle? Moi, je pourrais vous retrouver ça, je l'ai mis sur ma page Facebook, mais il est rigolo parce que c'est vraiment une personne qui a fait un sacré parcours dans l'autisme et qui maintenant écrit des bouquins, tout ça, enfin, est sacrément connu. Et donc, met des mots sur son parcours, explique combien aujourd'hui il est encore dans cette forme d'anxiété, hein, parce qu'il perçoit tellement de choses, en fait, que dans cet univers-là, mais dans tous les autres univers aussi. Et il explique combien il trouve ça bizarre parfois, en fait, le monde, l'autre monde, hein, enfin, même si je veux pas faire de séparation, parce qu'en fait, tout est ok, tout est juste, en fait, mais voilà. Alors, il joue avec aussi. Il essaie de prendre des tournures de phrases, des trucs comme ça pour essayer de s'adapter. On est encore dans du biomimétisme inconscient. Et moi, j'ai souvenir, ado, en fait, je passais mon temps parce que j'arrivais vraiment pas. Je voyais tous ces jeunes ados qui arrivaient à fonctionner en groupe là. Je me disais, mais comment ils font pour être tous à l'aise comme ça dans un groupe? Et en fait, je passais mon temps à regarder les gens. Et en fait, je chopais en fait toutes les infos des gens. Mais au point même d'avoir des mimiques faciales ou des choses comme ça, ou des gestes exactement pareils, quoi. Donc, mais ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. J'avais jamais fait gaffe avant. Et je me donnais tort de ne pas réussir à fonctionner aussi facilement que tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça fait du bien quand on peut entendre qu'en fait, il y a vraiment des potentiels derrière tout ça, quoi. Et qu'on s'est tellement donné tort alors qu'en fait, on a des vraies capacités, quoi. Des capacités qui ne sont pas du tout manifestées dans cette réalité, qui ne fonctionnent pas du tout dans cette réalité linéaire, mais qui sont un tel cadeau, en fait, et qui vont nous permettre tellement de jouer, en fait, avec cette réalité quand on les reconnaît, quoi. Donc, on ne devient plus englué, quoi. D'un seul coup, on se sort de cette colle pour pouvoir enfin jouer avec, quoi. Ça, c'est cool. Après, moi, ce que je trouve pas très cool. Oui, c'est lui. Excuse-moi. Oui, c'est lui, Pauline. Joseph, voilà, c'est lui. Joseph Chauvanet. Ouais, génial. Ouais, c'est lui. C'est ça. Après, moi, ce que je trouve pas très génial par rapport à ça, c'est que quand même, moi personnellement, j'ai toujours des difficultés avec les autres, hein, être en groupe et tout ça. Et du coup, en fait, toute ma vie, c'est une vie de solitude, en fait. Sur tous les domaines, j'ai pas je connais des gens et tout ça, mais après, j'ai pas de lien vraiment profond avec personne, si tu veux. J'ai pas de référence ni amicale, ni amoureuse, ni quoi que ce soit, parce que tout capote tout le temps, en fait. Qu'est-ce qui te permettrait d'attirer à toi que des gens avec qui tu pourrais créer des liens? Je sais pas. Qui te ressembleraient, avec qui tu n'aurais plus besoin de parler, vous pourriez communiquer télépathiquement. Des gens qui ont la fibre animale, peut-être. Ouais, et puis qu'est-ce qu'on appelle la solitude aussi, tu vois? C'est aussi la question qu'on peut poser. Et effectivement, on considère que être entouré de personnes, ça veut dire qu'on est bien intégré, etc. Mais qu'est-ce que c'est la solitude, en fait? Est-ce qu'on est vraiment seul, déjà? Est-ce qu'on peut être seul, en fait? Même moi, j'ai pris, après, maintenant, à l'âge que j'ai, je suis bien toute seule parce que, si tu veux, j'ai appris aussi à apprivoiser la solitude et à me dire que la solitude, finalement, c'est la liberté, tu vois? Parce que là, maintenant, j'en suis à un point de ma vie où je fais ce que je veux et j'apprécie de faire ce que je veux. Mais quand tu es jeune, après quand tu travailles, quand tu vas, et même là, quand je vais faire des formations, par exemple, eh ben je le fais pas exprès parce que j'ai l'impression d'être sympathique, hein, mais j'arrive pas à rentrer dans les groupes. Je vois quand il y a des travaux à faire en groupe, ben les groupes se font. Moi, je suis toujours là à attendre qu'il y ait quelqu'un qui manque dans un groupe. Alors on me dit, Sylvie, t'as qu'à te mettre avec nous. Ouais. Mais tu vois, c'est bizarre, c'est un sentiment bizarre. Alors maintenant, j'en ris, en fait.
Tu vois, ça me dérange plus du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier. Si tu compares par rapport aux autres, des fois, moi, je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé connaître ça, d'avoir une maison, un mari, une famille unie, tu vois. Et en fait, mais maintenant, je me dis que je suis libre, mais parfois, j'ai l'impression aussi d'être passée à côté aussi de quelque chose. Mmh. Correspond plus à la normalité. Ouais. Tu vois? C'est un peu. Ça peut changer à chaque instant, hein. Ouais, mais en fait, maintenant, j'ai pas envie, tu vois, de rentrer dans un train-train, voilà, avec un bonhomme. Ouais, tous les points de vue et toutes les images qu'on a sur ce que c'est qu'un couple, ce que c'est pas un couple, ce que c'est aussi quand on est libre ou pas libre. Tu vois, c'est intéressant aussi d'aller regarder ça aussi. Parce Ouais. qu'on peut vraiment se créer aussi un couple qui nous ressemble, qui n'est pas obligé d'être un couple dans la même maison avec, j'allais dire pas avec le même bonhomme. C'est possible aussi. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Et si la liberté, c'était de pouvoir être soi à chaque instant, quel que soit ce qui nous entoure, en fait. Mm. Et genre, quand je parlais avec Ingrid, je me disais vraiment, elle est dans cette puissance, cette X-Men, c'est-à-dire qu'elle assume vraiment qui elle est. Donc, avec cette capacité aussi à prendre son espace quand elle en a besoin, en fait. C'est vrai que combien de fois aussi on se dit ça se fait pas, faut pas que je m'en aille, il va être vexé, enfin on est toujours pris dans des trucs. Et c'est vraiment reconnaître aussi les besoins qu'on a, les spécificités, et puis pouvoir les poser aux autres. C'est aussi un cadeau qu'on fait aussi aux autres de pouvoir être eux-mêmes, du coup. Hein. Donc, seul avec soi et intégré dans l'univers, ouais. Donc, Gary Douglas, ouais, Talk to the Animals. Et il y a Suzy Kodzey qui travaille avec les animaux. Qui? Oui, celle qui Suzy est Kodzey. ici, là. Oui. Ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs de référence aussi. Hein. Ouais. Il y a aussi des classes qui sont faites avec les chevaux. Oui. Pas mal. Bon, ils sont assez branchés. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose. Hein. C'est aussi quelle contribution les animaux peuvent être pour les enfants comme ça. Pour tous les enfants, bien sûr, mais il y a des enfants qui ont vraiment cette capacité de connexion comme ça avec l'énergétique, hein, qui sont restés dans leur premier langage. Hein. C'est vraiment le premier langage. Et les animaux peuvent vraiment être une contribution. Hein. Donc ça fait pas. Je les mets un peu dans le caca des fois les parents parce que je leur pose la question, vous avez jamais envisagé de prendre un animal? Donc, il y a certains parents qui me regardent l'air de dire elle aurait pu se taire, l'orthophoniste. Mais franchement, même des fois, un cochon d'Inde, n'importe, enfin quelque chose qui demande un poisson. J'ai des enfants qui ont pris un poisson et ça a déjà des révolutions, quoi. Moi, j'ai mon chat là que j'emmène, mon fameux Coco, qui vient maintenant au cabinet depuis que je l'ai récupéré en Guadeloupe là au mois d'octobre. Et c'est un cadeau pour certains enfants qui ne seraient pas venus dans mon cabinet si j'avais pas eu Coco. Parce que ça y est, il y a un langage qui se crée en fait. Il y a quelque chose, il y a une connexion qui peut pas se faire avec, pour l'instant, l'être humain. Et c'est Coco qui est en train de créer la connexion en fait. Donc voilà. Est-ce que de ta... Ah pardon Sylvie, t'as levé la main pour ton chien pour nous? Est-ce que il y a possibilité de donner des bars à des autistes de façon bénévole? Alors, donner des bars à des autistes, oui, ça c'est sûr. Bénévole, je pense que tu peux, si tu as envie, tu peux aller te présenter dans des centres, tu vois. Nous, on est en train d'intervenir là avec, entre autres, Laura. Ça a coupé. Enfin bref, on est 4 sur un projet. Là, on intervient dans les écoles. Donc, il y a des enfants avec des particularités autistiques qui sont dans l'école.
pas forcément avec des difficultés de langage prononcé, des choses comme ça, mais qui sont quand même à mettre leur petit grain de folie dans l'école. Et donc, on est parti proposer ça dans les écoles. Donc, ça peut être ça aussi. Et puis après, dans des centres en fait qui accompagnent ces enfants-là, tu peux aussi aller les rencontrer, proposer, ou dans des assos, je sais pas, enfin, tu vois, qui. Après, il faut faut qu'ils aient envie. Et puis c'est vraiment être très très connecté au rythme personnel. Les enfants, ça va beaucoup plus vite en général, et pour les enfants autistes, parfois c'est vraiment quelques secondes, quoi. Sans les toucher, presque. Alors, il y a des enfants qui se laissent toucher. C'est toujours spécifique à chaque enfant, en fait. Il y en a qui vont accepter, il y en a d'autres pour qui c'est vraiment insupportable. Il y en a pour qui ça va être là. Laura me racontait elle avait reçu un adulte autiste là, et qui avait très très peur, qui disait oh là ça va être trop long et tout, donc elle a fait hyper gaffe. En fait, il est resté 1 heure sur la table hyper content. Voilà, puis elle a vraiment suivi l'énergie de ce qui se présentait. Il a accepté qu'il la touche et tout, donc voilà, c'est pas de point de référence non plus dans tout ça. C'est vraiment parce que c'est aussi ça. Combien de choses on a dit aussi sur l'autisme, sur comment ils sont pas. Donc c'est aussi déblayer, détruire, décréer toutes les catégories et tout ce qui a été mis dans chaque catégorie. Ce qui est un enfant dyslexique et ce qui n'est pas un enfant dyslexique, et comment il fonctionne et comment il fonctionne pas, parce qu'ils sont chacun uniques en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment s'ouvrir à cet être qui se présente à toi. Et presque faire un reset en fait à chaque fois qu'on les voit. C'est vraiment faire un reset et c'est ok, bonjour, qui es-tu aujourd'hui en fait? C'est avoir une position de soignant. Enfin, c'est ce que j'appréhendais moi quand je travaillais en soins de suite avec des Alzheimer ou des gens qui avaient des syndromes de Korsakoff, des fibromyalgiques. C'est toujours revenir avec un élan innocent quelque part, un élan différent, une joie, enfin une vibration neutre, en fait, neutre ou positive, mais en tout cas pas mettre des choses du passé, revenir avec quelque chose de nouveau chaque fois. Ouais. Et puis, alors, moi, vraiment, du coup, quand on est effectivement dans le rôle du soignant, et j'ai vu là tout à l'heure, je pense que c'est Pauline aussi qui a parlé de la classe soignant conscient, que moi j'ai faite avec Annick Servet, qui est vraiment une très très belle classe aussi, qui est vraiment chouette. Et Annick, qui est médecin à l'hôpital, amène les outils à l'hôpital. Et moi, je me suis mis des post-it au début parce que je pouvais oublier, mais quand je reçois un enfant qui peut être dans cette fermeture ou qui n'a pas envie d'être dans la communication verbale, etc., tout de suite, je commence à baisser mes barrières et à m'expanser. C'est un des premiers trucs que j'amène, et ça crée vraiment parfois des miracles. C'est vraiment, j'ai un enfant une fois qui est arrivé qui était comme ça. Et j'ai commencé à prendre soin de moi, quoi. Donc, j'ai baissé mes barrières, je me suis expansée. En l'espace de 2-3 minutes, d'un seul coup, il m'a regardé, il m'a dit « Bah alors, tu viens jouer avec moi ?» Alors qu'il était arrivé vraiment avec cette fermeture, quoi. Donc, c'est aussi comment on peut jouer avec tous ces outils-là en leur proposant, mais vraiment en les utilisant nous aussi. Et quel espace on peut aussi, quelle contribution on peut être, quel espace, quelle conscience, quelle énergie on peut proposer pour être une contribution pour nous, pour eux, pour les parents. Donc, et parfois, ça ne demande pas de faire quelque chose, en fait. Juste par cette présence-là et cet espace-là, les enfants, ils le perçoivent. Et il y a plein de barrières qui mettent en place. Moi, je reçois des enfants avec des barrières qui sont comme ça, quoi. C'est tellement difficile de les atteindre. Ils sont tellement cachés dans un petit espace d'eux-mêmes que déjà de faire des déblayages de qui ça appartient tout ce bazar, et de baisser ses barrières, et juste les accepter dans OK, t'es avec tes barrières, c'est OK en fait. Rien que ça, déjà, en fait, ça fait fondre des trucs, quoi. J'espère ça. Enfin, je pense pas que ça soit mal interprété. Je suis en train de me mettre des limites. C'est fou. Ça me résonne ici parce que on parle des autismes, et ça me résonne le comportement que tu peux avoir avec eux quand tu les connais pas et qu'ils ont plein de barrières. C'est un petit peu ce qu'on peut avoir vis-à-vis d'un animal qui est complètement terrorisé ou renfermé parce qu'il veut plus communiquer avec l'homme. Et on se positionne de la même façon, quoi, en fait. Ouais.
Oui, On oui. est dans l'ouverture totale et dans la reconnaissance de il a le droit d'être comme ça, c'est normal. Et tout de suite, il y a un regard et ça se baisse. Ouais. Sylvie, voilà, on en a parlé l'autre jour aussi. Et c'est parce qu'on est, dans le cœur à cœur, enfin l'énergétique, quoi, dans l'intuition, dans le. C'est ça. Et c'est pour ça que le lien avec l'animal, quand tu parlais de ton chat ou la thérapie, l'équithérapie, marche très bien, quoi. Mais puis on est dans une vérité, hein. C'est vrai que les animaux, là j'ai un enfant qui veut vraiment être dans la domination avec l'animal, ça marche pas, quoi. Donc il fait ça avec nous, mais ça marche plus ou moins avec nous, hein. Je vois bien les parents qui composent, qui essaient de trouver, parce que c'est tellement compliqué scolairement, dans la famille, etc. Mais avec mon chat, il peut pas, quoi. Donc c'est vraiment le Coco vraiment vient jouer un rôle mais primordial parce qu'on est en train d'apprendre cette communication et énergétique aussi parce que du coup le chat, moi je capte tout de suite Coco quand ça va être niette, quoi. Lui il le capte pas, enfin il le capte pas ou il s'est coupé de ça. Donc il est vraiment toujours en train de foncer dans le chat, et donc on est en train de travailler sur cette explication. Hein, c'est vraiment ça encore, c'est de lui dire là tu vois quand il fait ça, c'est pas possible pour lui en fait. Donc c'est l'espace du chat, l'espace de lui. Enfin ça c'est magique parce qu'on ferait ça avec entre êtres humains, ça passerait pas en fait. Donc merci les animaux de venir contribuer. Communication, la classe communication avec aisance de Katyusha, c'est ça? Oui. Ouais. C'est pas la communication avec les langues, c'est une autre? Bah, c'est équivalent, quoi. Ouais, c'est à peu près Enfin, la communication, c'est large quand même. Ouais. On parle des langues, la compréhension, le côté orateur et autres. Okay. Et en fait, moi, j'ai fait ça au début d'année avec Katusha. Et en fait, c'est un jour et demi, ou soit faire un week-end avec elle. Et elle parle de aussi la classe parents-enfants et puis un truc sur la TDA. D'accord. Ok, d'accord. Ouais, super. Hein. Et donc, Matt Bachelor, toucher conscient. Bah oui, ça aussi. Hein. Bah, c'est vraiment des outils qui sont magiques. Hein. Quand on peut pas passer par le langage oral, qui est quand même déjà un langage de séparation, avec tellement de points de vue dans chaque mot, où on est vraiment déjà en train de balancer notre réalité sur l'autre. Ce toucher conscient, c'est aussi vraiment un cadeau. Et ça, avec les personnes Alzheimer, c'est vraiment aussi chouette. Juste être dans cet espace, de toucher, d'offrir ça. De laisser permettre l'autre s'exprimer dans ce qu'il a envie, comme il veut, n'importe comment, enfin, sans jugement, sans attente. C'est une approche nosdéenne, en fait. Ouais. C'est des. Bah, puis nous, c'est tellement nourrissant pour nous aussi, hein, parce que combien de trucs on se débat quand on essaie de créer une réalité qui est pas celle qui est juste pour l'autre. Voilà. Parce que la société nous demande des objectifs, des résultats en tant que soignant. C'est ça. Sinon, on a pourquoi s'occuper d'eux s'il n'y a pas des autres s'il n'y a pas de résultats, d'objectifs réalisés, quoi. C'est assez fou, quoi. Et si l'autre derrière, s'il est OK pour de s'engager à ça, en fait. Tu veux dire quoi, Pauline? Que l'autre parfois, j'aimerais bien. Moi, je m'engage, mais pour Access, mais hors dehors d'Access, je ne peux pas m'engager. Je m'engage dans une relation, mais l'autre ne m'accepte pas tel que je suis. Donc, parfois, c'est un peu. Oui. Ben oui, c'est ça, c'est le choix de chacun. Hein. C'est-à-dire que le choix qu'on fait nous va pas forcément convenir à celui qui est en face. Oui. Donc c'est du comportement et puis le côté magique et entité et compagnie, ça fait peur à certains. Alors des fois faut se taire en fait. Hein. C'est comme ils disent, garde ça pour toi, juste pour le fun. Voilà, il y a des fois faut. Moi je parle pas de tout ce que je perçois à tout le monde. Hein. Ou alors je vais l'utiliser avec d'autres termes. Je parle pas de communication avec les entités. Je vais parler plutôt qu'on est des éponges ou des radars sur pattes. Voilà, en fait, j'essaie de trouver un langage
qui va aussi permettre à l'autre de m'entendre. C'est comme dit Yvan, arrêtons d'être intéressants, soyons intéressés et allons d'abord dans l'univers de l'autre, aller écouter l'autre, aller à sa rencontre, aller voir quel langage il parle. Et puis quand il est reconnu, il peut nous entendre en fait. Mais c'est vrai que si on est dans le forcing à ce qu'il nous rencontre, bah, ça passe moins, quoi. C'est plus compliqué. Mais au départ, on a envie. Hein. Oui, tu dis quoi, Sylvie? Fort d'adaptation. Ouais, c'est ça. On s'adapte. Ouais. Mais sans se couper. Les gens ont l'impression de devoir s'adapter aux personnes différentes, mais les personnes différentes doivent aussi faire des efforts d'adaptation aux autres, en fait. Ben oui. Et puis est-ce qu'on est différent ou est-ce qu'on est chacun unique, en fait? Parce que c'est vrai que ça peut créer aussi des paliers avec une espèce de hiérarchie de il est mieux ou il est plus et il est moins, etc. Non, je dis différent par rapport à la norme. Par rapport à la norme. La référence. C'est pas parce qu'après tout le monde est unique, effectivement, tout le monde est différent de l'autre. Hein. Ouais. On a tous nos richesses. Mais c'est vrai que par rapport à la norme, on va toujours avoir ce point de vue d'écart, par contre, il est plus là, mais il est moins là, etc. C'est ce qu'on fait aussi dans les tests de QI. Hein, qui peuvent être intéressants et qui peuvent être un outil intéressant. Là, moi, pour mon fils, il me le demande au collège. Pour l'instant, j'ai pas encore, je sais pas. Ça sonne pas juste encore. Mais et qu'est-ce qu'on en fait après? C'est ça. Est-ce que c'est une contribution pour mon fils? Pour l'instant, je crois pas. Ça va être une contribution pour le collège. Donc, on va voir. Je pose encore des questions, j'en sais rien. Mais ouais, Pauline. Ça sert à quoi avoir un QI sérieusement? Pas à grand-chose, surtout que c'est sur des références très spécifiques. Hein. Donc, à moins des écarts, Alors, moi, j'ai fait passer le test de QI pour ma fille, justement, pour l'entrée au collège l'année dernière. Ouais. Et elle a des items où elle s'envole au-dessus de la moyenne et des items où elle plonge au-dessous de la moyenne. Ouais. Et du coup, ça fait qu'elle est dans la moyenne. Oh merde, elle est dans la norme. Comment elle a fait? Elle est trop forte, en fait. Elle s'adapte, du coup. C'est marrant parce que tu sais, c'est un dent de scie, là. Ouais. Et du coup, la psychologue, elle m'a dit, je suis obligée de la mettre dans la moyenne, en fait. Ça montre en même temps toute l'incohérence du truc, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si on reste à cette lecture-là, c'est bon, elle est dans la norme. Oui, c'est ça, ouais. Bon, écoutez, je vois que on va peut-être s'arrêter, ça fait 1h30 là. Merci à chacune de vous, c'était chouette cet échange. Bon, il y aurait merci à toi. Avec grand plaisir. Pour une première, c'était vraiment très très chouette. Mais voilà. Ouais, c'est un sujet qui nous concerne quand même, j'ai envie de dire tous, parce que la différence, là on parle des troubles d'apprentissage, mais la différence, chacun, je pense, l'aperçoit à un moment donné quand même. Quelle que soit la manifestation, et voilà. Là, on est parti sur les troubles d'apprentissage. Peut-être que tu vois, peut-être se rendre compte aussi que tout le monde, qu'on est tous différents, ça permet aussi de ne plus, comment je vais dire, de ne plus se référer à la norme. Oui. Parce que, tu sais, la norme, c'est quoi? C'est rentrer dans le même moule. Donc, du coup, être comme les autres. Ouais. Mais si on accepte tous d'être différents, puisqu'on est tous différents, finalement. Dans la réalité, on est tous différents. Alors, du coup, il n'y a plus de normes, ça s'envole, tout ça, il n'y a plus de cases. Tu voudrais dire qu'on mettrait un peu de chaos dans ce monde? Mais non, un peu de joie, je dirais, moi, pas de chaos. Le chaos au sens accessien, tu sais, du terme, le chaos festif. Ouais, un peu d'euphorie. Un peu de boulot encore, je crois. Et merci encore. Je vais terminer sur un truc. Ouais. Quand on dit qu'il faut être sociable et qu'en fait qu'on n'a pas d'amis, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, On est sociable avec soi-même. On s'aime et on se raconte des bêtises à soi-même, comme ça on se fait rire tout seul. Ça marche très bien. Est-ce que tu es prête à avoir des amis? Dans Access, oui, mais en dehors d'Access, Bah écoute, est-ce que c'est possible déjà de commencer avec Access? oui. Tu vois? Et puis, bah, tous les points de vue aussi peut-être que tu as sur ce que l'autre pourrait imaginer, de ce que tu es, etc. Peut-être aussi aller voir de ce côté-là. Mhm. Parce qu'il y a peut-être des tas de gens qui n'attendent que toi. Mais c'est quand ils vont me générer de l'argent, hein? À chaque jugement, tu génères de l'argent. Chaque jugement que tu acceptes, ring, bingo. Mais pour l'instant, si dans Access ça te nourrit, va d'abord dans Access. Mm. Et je pense que plus tu vas être nourri par ces échanges-là, et peut-être plus ça sera facile aussi d'aller vers les autres avec qui peut-être pendant longtemps ça a été compliqué en fait. Très bien. Essaye. Merci. Bon. Merci. Pourquoi exclure? Quelle contribution tu peux être pour les autres? Ouais, carrément. C'est exactement ça que j'avais envie de dire. Quelle contribution tu peux être pour les autres? On est bien branchés. Merci les filles. Bonne soirée. Je vous envoie le replay quand il sera mis en. Je sais pas, je vais voir comment ça marche le replay du Zoom. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye, merci à vous.